Et du coup, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là à cette édition de janvier du Meetup du POG. Je vais vous parler un peu de standardisation de votre code base Android à l'aide de l'outil Consist. Un peu de contexte tout de même. Je m'appelle Baptiste Carlier, je suis tech lead chez Decathlon depuis 2 ans et j'ai débarqué chez Decathlon sur une application qui est développée en interne. Quelques informations sur l'application, ça a son importance justement par rapport à la standardisation de la code base. Donc c'est une application qui est développée par Decat pour les collaborateurs en magasin. Donc c'est par Decat et uniquement pour Decat. Et on est uniquement sur Android. Avant, il y avait une version pour iOS, mais elle a été décommissionnée. Et uniquement pour Android, on a déjà 7 core feature teams. Il y a aussi des feature teams qui sont en périphérie, qui vont travailler sur la code base aussi, mais sur des fonctionnalités un peu annexes. Et les chiffres que vous voyez là, c'est des chiffres qui datent du mois dernier. Donc on a pas mal de développeurs pour une seule application Android. En tout cas, à mon point de vue, je pense que c'est l'application sur laquelle j'ai vu le plus de développeurs, sur laquelle j'ai travaillé avec le plus de développeurs. On passe sur du 250 merge requests par mois. Et en comptant un petit peu tous les contributeurs sur le projet, on est à peu près à 40, 43, 45 contributeurs sur la code base par mois, en comptant les quality engineers et les autres équipes contributrices. On arrive sur un nombre de commits qui est sur l'année assez régulier, même qui a été en hausse sur l'année parce qu'il y a eu des feature teams qui ont intégré des nouveaux développeurs. Et on est sur plus de 1,5 million de lignes de code qu'on espère nettoyer petit à petit. Nous aussi, on a des migrations qui sont en cours. Tout ça pour vous parler de consistance de code. Avec un nombre de développeurs aussi important, avoir une bonne consistance de code, ça peut apporter pas mal de choses. Ça va permettre de faire du onboarding de nouveaux développeurs plus facilement. Ça va permettre de standardiser des pratiques, réduire parfois la dette technique, ça peut faciliter la maintenance si on a tous les mêmes standards, ou en tout cas, même dans une feature team, si tous les développeurs ont les mêmes standards, on risque de moins discuter pendant les pull requests parce qu'on sera globalement déjà d'accord. Et si jamais on n'est pas d'accord, et justement, ça peut être une occasion de trouver des nouveaux standards. Bon, ça c'est dans la pratique. Ça, c'est dans la théorie, pardon. Mais dans la pratique, on a quand même pas mal de petits soucis. On a des use cases qui sont implémentés de différentes façons, des conventions pour les view models, des conventions pour les noms de package entre feature teams ou dans la même feature team qui ne sont pas toujours identiques d'un module à l'autre, de la documentation qui est manquante, une clean architecture qui n'est pas forcément si clean que ça. Et surtout, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais on est encore sur un monorepo. Donc, on essaye de découper petit à petit. Il y a des fonctionnalités un peu UI qui ont été déplacées dans un autre repo. Mais je peux quand même dire qu'on est sur un monorepo pour l'instant. Donc ça, c'est les choses qu'on pourrait améliorer si on avait un peu une consistance de code un peu plus accrue. Alors comment on peut faire pour y parvenir? On va devoir s'équiper. Je pense que vous connaissez quelques-uns de ces outils. Il y a Sonar, Catalint, Detect ou Codana. C'est des outils d'analyse de code statique. Et parmi elles, il y a eu un petit nouveau qui a popé il y a 1 an ou à peu près 1 an, qui s'appelle Consist. Donc c'est une nouvelle librairie. C'est pas un outil comme Sonar ou Codana qui va se lancer et envoyer
les données sur un serveur, par exemple. Là, ça va vraiment être juste une ligne de code, une ligne de dépendance à ajouter. C'est un nouveau analyseur de code statique qui est pour les projets Android, mais aussi pour les autres projets en Kotlin. Ça va se baser sur deux types de vérifications, les vérifications de déclaration et les vérifications d'architecture. Et comme je le disais, c'est un outil qui va s'intégrer facilement parce qu'il va se baser sur les tests unitaires. J'espère que tout le monde dans la salle sait faire et aime faire des tests unitaires parce que ça va être le moment. Un petit exemple avant de passer sur du un peu plus concret de résultats de tests unitaires. Donc là, on voit qu'il y en a un qui est KO et qu'on va pouvoir corriger. On voit aussi que si vous observez bien, la durée des tests unitaires est un peu énorme. Normalement, les tests unitaires, ça doit se lancer, ça doit runner plus rapidement. Je vous ai dit qu'on a un demi-million de lignes de code, donc il y a quand même ça peut poser quelques soucis. Alors, première étape, on va parler des vérifications de déclaration. Alors, comment ça fonctionne? Donc, on va créer un nouveau test unitaire. Dans l'exemple ici, on va vérifier que tous les viewModels se terminent par viewModel. Moi, en arrivant sur le projet, j'avais l'habitude de les terminer en VM, parce que je trouve que c'est plus court, ça peut être plus lisible. Il y en avait quelques-uns dans le projet, mais il y en avait aussi beaucoup d'autres qui se terminaient simplement par viewModel. Donc je me suis dit, pourquoi pas en créer un qui va homogénéiser tout ça. Donc la première étape, ça va être de récupérer le scope de ce qu'on va aller vérifier. Donc quand on crée un scope, on peut aller chercher des informations soit sur tout le projet, soit sur uniquement la partie en production, le source set en production, le source set de tests. On va pouvoir faire des tests sur nos tests. C'est très méta et ça peut être utile. On va pouvoir aller chercher les informations dans les modules imbriqués ou aussi par package ou par répertoire. La deuxième partie, c'est qu'on va aller récupérer nos déclarations. Dans l'exemple ici, on a les classes, mais on peut aussi aller parcourir les fichiers, les interfaces, les objets, les fonctions. Il y a pas mal d'outils qui sont déjà présents dans la librairie pour aller chercher exactement ce qu'on veut. La troisième partie de notre test, ça va être d'aller filtrer les classes qu'on a déjà récupérées pour récupérer uniquement les classes qui ont comme parent un viewModel. Donc pour l'instant, en 3 lignes de code, on va aller récupérer les déclarations dans notre projet de tous les viewModels. Et des filtres comme ça, il y en a pas mal. Et comme ça se base sur Kotlin, on peut faire un filtre nous-mêmes en fonction de la déclaration qu'on a. On va pouvoir aller refiltrer si la fonction, comme celle ici, le withParent class of n'existe pas, ben on va pouvoir aller la faire nous-mêmes. Et la dernière partie, ma préférée, c'est celle où on va vérifier que le nom de la classe se termine bien en viewModel. Et voilà, en quelques lignes de code, on a rajouté un test unitaire qui va planter, assurément, si on lançait aujourd'hui sur le projet. Mais si on ne lance que sur une partie du projet en modifiant le scope, ben on peut s'assurer que module, par exemple, ça correspond bien à ce qu'on veut, n'avoir que des viewModels qui se terminent par viewModel. Moi, je trouve que c'est super simple à écrire, super simple à lire pour ceux qui ne connaissent pas la librairie. Ça parle de lui-même. En tout cas, cet exemple, il est assez simple. Et ça donne presque envie d'en faire d'autres. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. L'avantage aussi, c'est des tests unitaires, donc ce sera lancé automatiquement dans la CI. Donc si quelqu'un modifie votre code
et qu'il n'a pas lancé lui-même les tests unitaires et qu'il a fait quelque chose qui n'était pas correct, eh ben, il va avoir un joli red flag. Un petit résumé sur les vérifications sur les déclarations. Je trouve que les scopes sont vraiment très puissants. Ça va permettre d'aller cibler uniquement ce que vous voulez. Quand vous êtes en pleine migration, par exemple, vous faites des modifications sur un module. Par exemple, vous êtes en train de supprimer Rx, bah, vous pouvez rajouter scoper juste pour ce module. Et ensuite, petit à petit, pendant votre migration, bah, vous allez vérifier les autres modules jusqu'à atteindre 100% de votre migration et ne plus avoir de Rx. Et vous assurer qu'il n'y en aura plus parce que votre test unitaire sera là. Et les filtres aussi. Les filtres sont assez puissants. On va pouvoir aller, par exemple, récupérer, on va pouvoir aller récupérer les propriétés des classes qui ont une annotation, vérifier par exemple après qu'elles sont, que c'est cette annotation-là. Et on va avoir notre déclaration qu'on va ensuite pouvoir vérifier à l'aide d'une assertion. C'est un bon début et c'est pas mal aussi pour se dire qu'est-ce que je veux dans mon code. C'est bien pour se poser la question en tant que feature team. Bah, j'ai mon code, j'ai 2 coéquipiers qui viennent d'arriver, il y a du code legacy, eux ils débarquent et ils ne savent pas forcément quelle va être la bonne pratique, où ils se posent des questions et on doit répéter plusieurs fois la même chose. Autant faire un test, le documenter et dire on a choisi de faire comme ça et normalement si tu sors des clous, il y a le test qui va s'assurer que tout est OK. Alors, on va passer sur une petite démo. Là, c'était un petit amuse-bouche, comme on dit. Je vais prendre l'exemple des mappers sur un projet perso. J'ai plusieurs types de mappers. J'ai des mappers à l'aide de fonctions, d'extension de fonctions, d'extension function. J'ai des mappers qui sont dans des classes à l'aide d'une fonction map. J'ai des mappers avec l'opérateur invoke. J'ai des mappers qui font plusieurs types de mapping, des mappings dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a pas grand-chose d'homogène là-dedans. Donc ce qu'on va aller faire, c'est, on va ouvrir Android Studio et normalement, vous voyez bien au fond, j'ai préparé quelques méthodes. On va aller vérifier ici, par exemple, que tous nos mappers, tous les mappers qui sont dans le package mapper ou dans le package mapper ou les sous-packages, on va pouvoir aller vérifier que il n'y a aucune fonction, aucune top-level function dans notre scope. Voilà, c'est pas très compliqué, je crois 8 lignes de code, et on va pouvoir vérifier ça assez facilement. Donc on lance notre test. Il y a beaucoup de chances que ça ne marche pas. Ah là là, comme par hasard. Ici, j'ai un KO, donc je pense que je peux le montrer un peu plus. J'ai un KO sur cette valeur-là. Ça tombe bien, c'était bien celle qu'on avait dans l'exemple. Donc, je vais pouvoir, de façon très habile, faire presque du TDD. S'il y a des aficionados du TDD, et ben voilà, en fait, on peut utiliser cette librairie pour homogénéiser la codebase presque de cette façon-là. Moi, je vois que c'est un mapper qui est dans ma couche UI. C'est plus un espèce un converteur. Je vais peut-être plutôt décider simplement de le laisser comme ça. Dans la couche UI, ça va être acceptable et je vais en faire tout simplement un converteur. Il faudra que je documente ça quelque part.
Donc je le déplace. Hop. Et ici, je rajoute un to-do pour faire peut-être un adder pour dire, bon, OK, dans la couche UI, c'est OK de fonctionner comme ça. Deuxième fonction qu'on peut faire, deuxième fonction de test qu'on va pouvoir faire, c'est, du coup le to-do, ici c'est bon. On va vérifier que tous nos mappers, hop. Ah oui, ici j'avais fait une slice, hop. Cette méthode-là, on va pouvoir l'extraire, hop. Et en faire, évidemment ça n'a pas marché, voilà. Hop. Une variable qu'on va réutiliser pour notre slice. On va vérifier que dans notre source-set main, sur nos mappers, toutes les fonctions ont la visibilité publique ou la visibilité défaut. Enfin, la visibilité par défaut. Et on va vérifier surtout qu'il n'y en a qu'une seule. Parce que dans notre exemple, bon, je pense que celle-là, elle va fonctionner. Hop. Eh ben non. On a ce mapper-ci qu'on va aller... Ah, je l'ai perdu. Il est là. Hop. Ah bah ouais, ici, dans ce mapper-là, on a deux fonctions. Donc en fait, comme dans mon exemple, je voulais qu'il n'y en ait qu'une seule, eh ben, je vais devoir extraire ce magnifique reverse mapper. Hop, on va se simplifier la vie en faisant comme ça. Et moi, j'en fais un fichier directement. Et si je relance, OK, mon test est passé. Je pense qu'il y avait un usage quelque part. C'était bien ici. Ça a pété. C'est un peu normal. Hop. On va faire tout simplement comme ça. Et là, normalement, j'ai plus d'erreur. Et mes tests sont ici. Le to-do est terminé, donc on n'aura toujours qu'une seule fonction. J'ai relancé le test, tout est OK. Et ensuite, on va pouvoir faire d'autres vérifications comme vérifier qu'il y a bien qu'une seule méthode, mais que celle-ci s'appelle invoke et qu'elle a l'opérateur comme modifieur. Bon, allez, je vais la lancer juste pour vérifier, mais je crois que... Ah ben non, évidemment. Bon, je vais peut-être pas tout corriger, mais on peut aussi s'amuser à se dire, en fait, dans mon exemple, j'avais des mappers en tant que fonction, des mappers en tant que classe. Ça arrive aussi qu'on ait des compagnons ou des objects. Donc, faut pas hésiter à blinder les tests, comme on dit dans le métier. Hop. Bon, il y a des chances pour qu'il n'y ait pas d'object, parce que je crois qu'il y en avait... Non, il n'y en avait déjà pas, mais celle-ci, il faudra que je la corrige. Voilà pour la petite démo sur les déclarations. On va pouvoir passer à la partie vérification de l'architecture. Quand on vérifie les déclarations, ça permet d'avoir un premier niveau de rigueur. Pour vérifier l'architecture, par contre, ça va s'appuyer, je trouve, pas mal sur soit les modules, soit les packages. Je vais prendre l'exemple de la clean architecture. C'est jamais forcément toujours aussi clean que ça. On a plusieurs niveaux, présentation, data, domaine et parfois l'injection de dépendance. Et comme pour les vérifications de déclaration, ici on va pouvoir définir plusieurs choses. Dans un premier temps, on va définir nos layers. Et donc là, c'est important d'avoir le premier type de vérification parce que, de mon avis, je trouve que ça se base beaucoup sur les packages. Et donc c'est pour ça que dans l'exemple et dans les exemples qui sont fournis dans la librairie, on définit les layers, donc les couches,
principalement par package. Ici, j'ai utilisé DI, Presentation, Business et Data. Est-ce que ça correspond à vos noms de package à vous? Ça peut être une question qu'il faut se poser si on veut utiliser les vérifications d'architecture. Donc, dans un premier temps, on va définir nos layers. Ensuite, comme avec les vérifications de déclaration, on va utiliser un scope. Là encore, on peut utiliser project, test, main, les packages, les directories. Et ensuite, on va vérifier, on va faire les assertions sur l'architecture en utilisant les fonctions comme depends on nothing, ou alors does not depend on, pour vérifier justement que une couche ne dépend pas de l'autre. C'est assez simple, et là encore, vous seriez surpris en lançant ces tests sur vos architectures, sur vos projets, de vérifier que ce n'est pas toujours vraiment le cas. Donc pour les vérifications d'architecture, les choses qui sont sympas à retenir, c'est que c'est assez simple, mais ça se base beaucoup sur les conventions de package. Donc pour moi, c'est à faire plutôt dans un second temps. Quelque chose que je n'ai pas montré aussi, c'est que on peut définir une architecture en tant que variable et l'utiliser directement sur plusieurs scopes, plutôt que de faire vraiment plusieurs fonctions où on réécrit à chaque fois la même type d'architecture qu'on veut. Et moi, je trouve aussi qu'au final, Gradle, des fois, c'est pas si mal et ça permet d'éviter des dépendances. On peut parfois juste utiliser Gradle pour, si on l'utilise judicieusement, pour vérifier nos architectures. Donc, les vérifications d'architecture, c'est bien, avec un petit astérisque. Les choses que j'ai pas présentées, mais qui valent le coup d'être indiquées, c'est que la documentation, pour une fois, elle est pas mal pour une librairie. Je trouve que c'est assez complet, c'est assez... il y a pas mal d'exemples. Pour une librairie qui permet de tester et de tester du code, je trouve qu'il donne beaucoup d'idées sur ce qu'on peut faire. C'est aussi bien, ça donne des idées, enfin, ça donne des fonctions qu'on peut utiliser, mais ça permet aussi de se dire, ah, en fait, ça, peut-être que je pourrais, j'ai déjà eu le tour plusieurs fois, est-ce que je pourrais pas en faire un nouveau test? Pour pouvoir ajouter la librairie, c'est assez simple. Vraiment, en une seule ligne de dépendance, on peut l'utiliser. Ça va aller vérifier tous les fichiers et toutes les classes qui sont sur votre projet dans tous les source sets, notamment les source sets de tests. C'est bon à savoir, parce qu'on est parfois, nous aussi, pas super rigoureux au niveau des tests. Et ça marche avec Android, avec KMP, mais aussi en Kotlin. Donc si vous avez juste si vous avez un back, par exemple, qui est fait en Kotlin, comme nous, on en a, ça permet de vous dire, on va vouloir tester des déclarations ou même des architectures aussi sur le back. Ça va évidemment pas être les mêmes tests qui vont être effectués, mais il y a cette logique-là. Si vous avez un code Android et un code back aussi en Kotlin, les développeurs peuvent aller faire des vérifications d'un côté et ils seront aussi assez à l'aise pour le faire de l'autre côté. J'ai eu quelques mauvais tours en voulant tester un petit peu les héritages sur un projet aussi massif que celui sur lequel je suis chez Decat. J'avais des heap space failures. Enfin, ça n'arrivait pas à aller chercher tous les parents de mes classes, à tel point que je me suis dit, il y a des choses que je ne vais pas tester, où on attendra d'être sur une architecture avec des repos qui sont séparés pour justement avoir moins de classes à tester. Je ne sais pas si au niveau de la librairie, ils sont en train de travailler dessus,
mais je pense que ça peut être un bon axe d'amélioration. Parce que justement, quand on veut tester l'exemple du ViewModel, il est bien, mais quand au final on n'arrive pas à le tester, bon, c'est bien, mais ça ne va pas être si ouf que ça. J'ai trouvé quand même des astuces pour pouvoir le tester, mais du coup sans passer par l'héritage en lui-même. Quelque chose qui n'est pas encore disponible, c'est qu'on ne peut pas avoir de baseline, se dire que l'état de mon code il est comme ça, je sais que ça c'est on va dire du code smell, mais je veux travailler sur le reste. En tout cas, on ne peut pas générer une baseline, mais la petite contrepartie, c'est qu'on va pouvoir utiliser des annotations pour pouvoir justement dire directement dans le code, par contre, cette classe-là, ce fichier-là, c'est pas la peine d'aller tester. On sait que cette fonction de test-là, on va devoir exclure fonction de test par fonction de test consiste. Donc c'est bien, mais pareil, comme tous les suppresses, à utiliser judicieusement. Donc pour terminer, moi je trouve que la librairie, elle est simple à installer, simple à utiliser. Je pense que vous allez pouvoir repartir d'ici. Et peut-être qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont en train de se dire « Ah, ça serait pas mal de mettre ça, comme ça va permettre à ce que l'équipe elle soit un peu plus rigoureuse. » Ce que je veux dire par là aussi, c'est que dans votre équipe, si vous faites des PR et que c'est toujours les mêmes commentaires qui reviennent, peut-être que justement là, ça vaut le coup de se dire « Ok les gars, on se pose un point, il y a des choses qui ne sont pas toujours homogènes, est-ce qu'on ne ferait pas des petits tests consistent pour vérifier que tout va toujours être OK ?» Et on peut le voir aussi dans l'autre sens où on a du code legacy. On parlait de RX tout à l'heure, et on a fait nous une migration RX justement pour tout nettoyer, et on a fait des tests consistent pour pouvoir se dire d'un module à l'autre, on fait déjà un premier test consiste pour voir partout où on a des imports par exemple de RX, et ça va nous donner une cartographie, et ensuite on peut découper ticket par ticket et se dire ok, ça il y en a quand même pas mal, ça va être autant de points. Celui-là, il n'y en a pas beaucoup, on va faire 2 modules à la fois. Comme ça fera une tâche sympa à passer dans le sprint pour pouvoir faire un peu de nettoyage. Les autres choses à retenir, c'est que c'est des tests unitaires. Donc je l'ai déjà dit, c'est dans votre CI/CD. Si ça ne l'est pas, évidemment, faites-le. Et on peut tester sa propre architecture, toujours avec l'astérisque ça se base beaucoup sur les packages, mais si vous n'avez pas forcément une clean architecture, vous pouvez quand même adapter les validations par rapport à ce que vous recherchez. Petit point noir, évidemment, c'est encore un nouvel outil d'analyse de code. Est-ce qu'il y en aura un jour un qui fera le travail de tous les analyseurs de code? Je ne pense pas. Mais je trouve qu'il est assez... il vient bien en complément des autres. Par exemple, de Sonar, ça ne va pas aller tester les mêmes choses. Catalint et Detect, ça pourrait y ressembler un petit peu si vous connaissez. Mais encore une fois, quand même avec des avantages, enfin des fonctionnalités en plus par rapport à Catalint ou Detect. Et en plus la facilité d'utilisation. Quand on veut rajouter une nouvelle règle sur Catalint, vraiment là, il faut se remonter un petit peu les manches. Et le dernier mot que je voudrais passer, c'est que avoir un peu de consistance dans le code, ça permet de le rendre plus maintenable, parce que justement, ça sera un peu plus homogène. Donc si vous corrigez quelque chose quelque part, vous serez aussi plus enclin à pouvoir le corriger ailleurs, parce que il y a des chances que ce soit un peu la même chose. Voilà pour moi. Merci à vous.